Cela faisait plus de 15 ans que Daniel Monroe était propriétaire à Haverhill, dans la banlieue de Salem, et il pensait avoir tout vu en matière de locataires, des bons, des mauvais, et même des franchement inquiétants. Mais parmi tous, Caleb Dawson et son chien Diesel, un superbe berger allemand, s'étaient démarqués. Discret, respectueux, toujours ponctuel pour le loyer, il formait une présence rassurante dans cette maison de Maple Hollow, nichée au bout d'un cul-de-sac tranquille bordé de pins. Alors, quand le jour de paiement arriva sans nouvelles de Caleb, et que ses appels restèrent sans réponse, Daniel sut que quelque chose clochait. Il attendit une semaine, oscillant entre l'inquiétude et l'auto-persuasion que Caleb avait peut-être eu un empêchement temporaire. Mais les messages restaient sans réponse, et la boîte vocale devenait sa seule interlocutrice. Ce n'est qu'au bout de 20 jours qu'il décida de franchir la ligne. Avec l'aide de Julia Bennett, une intervenante du centre de secours animalier de North Shore, Daniel déverrouilla la porte d'entrée de la maison. Aucun d'eux n'était préparé à ce qu'ils allaient les découvrir. L'odeur fut la première chose à les frapper. Une puanteur lourde, rance, qui semblait imprégner les murs. Puis, dans le salon, plongé dans une semi-obscurité, ils virent Diesel, ou plutôt ce qu'il restait de lui. Le chien qui pesait autrefois près de 90 livres, fier et alerte, n'était plus qu'une silhouette squelettique enchaînée à un radiateur rouillé, incapable de se lever, ses côtes visibles sous une fourrure en lambeaux. Il respirait faiblement, les yeux ternes mais étrangement encore éveillés, comme s'il attendait. Julia s'agenouilla, le cœur battant à tout rompre, incapable de parler. Elle avait vu bien des animaux dans la souffrance, mais jamais un regard aussi profondément résigné. Et pourtant, vivant. Les jours qui suivirent allaient secouer jusqu'aux fondations du quartier tranquille de Maple Hollow. Car derrière le calvaire de Diesel se cachait une vérité bien plus sombre. La disparition de Caleb Dawson n'était ni un oubli, ni une fuite. Et si Diesel avait survécu, c'était pour une raison bien précise. Laissez un like et partagez vos impressions dans les commentaires en nous disant de quelle ville vous nous regardez. Et maintenant, poursuivons l'histoire. Haverhill avait toujours cultivé cette image de petite ville paisible où tout le monde connaissait tout le monde. Des rues calmes, des décorations saisonnières sur les porches, des chiens promenés au ralenti par des retraités bavards. Mais l'hiver avait figé tout cela. Février avait frappé avec une brutalité inhabituelle, recouvrant les toits et les jardins d'un manteau de neige épais. Les maisons, d'ordinaire si vivantes, semblaient alors flotter dans un isolement glacé, chacune une île silencieuse dans une mer de givre. La maison de Caleb, au bout de la rue, avait toujours eu quelque chose de discret. 2 étages, bardage en bois peint en vermousse, un petit porche et un jardin qu'il entretenait avec soin. En été, c'était l'endroit rêvé pour un homme et son chien. En hiver, c'était devenu un piège invisible. Julia Bennett, elle, n'était pas du genre à s'effrayer facilement. À 39 ans, son visage marqué par des années de combat au sein du refuge animalier racontait une histoire que peu de gens connaissaient. Cheveux châtains tirés en queue de cheval, mèches argentées visibles malgré elle, et regard bleu cerné d'insomnie, elle avançait dans la vie avec cette détermination silencieuse propre à ceux qui ont grandi seuls. 7 foyers d'accueil avant ses 18 ans. Elle savait ce que c'était que d'être abandonnée. Peut-être était-ce pour cela qu'elle avait immédiatement senti, en voyant Diesel, qu'il ne s'agissait pas d'un simple oubli. Diesel, avant ce cauchemar, était un chien remarquable, équilibré, puissant, intelligent. Caleb en parlait avec fierté. Il a été formé pour le soutien émotionnel après la mort de Lydia, disait-il souvent, car Caleb n'était pas qu'un locataire modèle. C'était un homme discret, élégant, toujours poli, mais dont le regard trahissait une mélancolie tenace. À 36 ans, il avait perdu sa femme d'un cancer foudroyant, et Diesel était devenu sa bouée, son pilier. Ancien conseiller financier, Caleb s'était bâti une solide réputation à Salem. Toujours tiré à 4 épingles, cheveux bruns clairs parfaitement coiffés, il avait cette allure rassurante des gens qui maîtrisent de leur monde. Mais depuis la mort de Lydia, une part de lui semblait s'être éteinte. Pourtant, rien ne laissait présager qu'il disparaîtrait du jour au lendemain. Et pourtant, c'est ce qui s'était produit. Le dernier jour où quelqu'un l'avait vu remonte à un matin banal, jogging avec Diesel, petit déjeuner sobre, flocons d'avoine et café noir, consultation de ses mails. À 9h17, il avait reçu un appel de Dean Holloway, son associé de longue date. Appel confirmé plus tard par les relevés téléphoniques, 13 minutes et 12 secondes. Ce qui avait suivi, selon son assistante, fut étrange.
Caleb était sorti de son bureau, le visage fermé, comme ébranlé. « J'ai trouvé des incohérences dans le compte McAllister », avait-il dit avant d'annuler ses rendez-vous de l'après-midi. Il devait clarifier tout ça avec Dean. Mais il n'avait pas trouvé des incohérences. Il avait mis à jour une fraude en bonne et due forme. Des transferts répétés de fonds clients via des sociétés écrans. Et tout cela avec des identifiants qui portaient son nom. Dean avait tout organisé depuis des mois, se servant de Caleb comme d'une couverture parfaite. À 15h46, Caleb avait envoyé un message à sa sœur, Lindsay. « Rencontre D pour tirer ça au clair. Les comptes sont foireux. Je t'appelle ce soir. » C'est la dernière trace qu'il a laissée. Les images des caméras de sécurité du bâtiment de Caleb confirmèrent qu'il avait quitté son bureau à 16h12. Sa démarche, d'habitude assurée, semblait hésitante, comme s'il portait sur ses épaules un fardeau invisible. Il avait conduit jusqu'à sa maison de Maple Hollow, juste avant que la tempête de neige ne s'intensifie. Une voisine, Madame Halvorsen, se souvenait avoir vu sa voiture se garer dans l'allée. Elle n'avait rien remarqué d'anormal, mis à part les aboiements joyeux de Diesel, qui, comme toujours, saluait l'arrivée de son maître. Ce fut la dernière fois que quiconque vit Caleb. Ce qui s'était réellement passé ce soir-là ne fut reconstitué que bien plus tard, au fil des preuves fragmentées. À 19h02, une silhouette captée furtivement par une caméra de sonnette, 3 maisons plus loin, indiquait qu'un homme de la taille et de la carrure de Dean Holloway était entré chez Caleb. L'image était floue à cause de la neige, mais le manteau sombre, la posture, tout concordait. À l'intérieur, la confrontation fut immédiate. Caleb avait imprimé les preuves de la fraude, les avait posées sur la table basse du salon et demandé à Dean des explications. Dean, comprenant qu'il était exposé, qu'il allait perdre bien plus que de l'argent, avait réagi non pas par aveu, mais par violence. Ce qui suivit fut une lutte terrible. La table renversée, les éclats de verre d'un cadre photo projeté au sol, celui de Caleb et Lydia le jour de leur mariage, et des traces de sang sur le tapis beige. Diesel, fidèle à son instinct protecteur, avait bondi sur Dean dès le premier coup porté. Le chien mordit profondément l'avant-bras de l'agresseur, déchirant la manche de son manteau et la peau en dessous. Pris de panique, Dean avait alors attrapé la laisse de Diesel accrochée au porte-manteau près de l'entrée et d'un geste brutal l'avait attachée au radiateur du salon. Le collier si serré que le chien ne pouvait presque plus bouger. Malgré ses grognements, à ses aboiements, son désespoir, Diesel ne pouvait plus intervenir. Il regarda impuissant son maître sombrer sous les coups. Caleb sonnait, tentait encore de se défendre, mais sa tête heurta violemment le rebord de la cheminée. L'homme perdit connaissance. Dean, dans un calme glacial, avait alors mis en scène un faux départ. Il remplit un sac avec quelques affaires de Caleb, prit son portefeuille, son téléphone, puis traîna son corps inconscient jusqu'à sa propre voiture garée en retrait. Diesel hurla, tira sur la chaîne jusqu'à s'entailler la gorge, mais personne ne l'entendit. La neige, impitoyable, étouffait les sons. Les maisons, emmitouflées dans leur isolement, restaient closes. Le quartier, prisonnier de la tempête, ne vit rien. Dean conduisit jusqu'à une route secondaire à l'extérieur de la ville. Pensant que Caleb ne survivrait pas, ou s'en moquant totalement, il le jeta dans un fossé, non loin de l'autoroute. Ironie cruelle, ce fut le froid qui lui sauva la vie. Le corps de Caleb, partiellement enseveli sous la neige, fut repéré quelques heures plus tard par un routier, intrigué par une forme étrange à côté de la chaussée. Pendant ce temps, Diesel entamait son propre calvaire. Enchaîné, affaibli, incapable d'atteindre ni sa gamelle d'eau ni celle de croquettes, il assista impuissant à sa propre déchéance. Les jours passèrent. La neige ensevelit les marches du porche. Aucune trace de pas ne venait rompre le blanc immaculé. Les aboiements, au début incessants, se transformèrent en gémissements, puis en silence. De son côté, Daniel Monroe, inquiet, n'avait pas cessé de tenter de joindre Caleb. Messages vocaux, SMS, rien. Caleb, c'est Daniel. T'as oublié le loyer, c'est pas ton genre, rappelle-moi. Puis 2 jours plus tard, toujours pas de nouvelles. Tu vas bien ? Après une semaine, il appela la police. Le rapport fut pris sans enthousiasme. Il est adulte, monsieur. Les gens disparaissent de leur plein gré tous les jours, expliqua l'agent en soupirant. S'il n'y a pas de signe de lutte, on ne peut pas lancer d'enquête formelle. Daniel, désemparé, passa devant la maison à plusieurs reprises. Il remarqua l'absence de traces de pas, le courrier entassé dans la boîte aux lettres et surtout le silence. À une exception près. Une fois une seule, il avait cru entendre un aboiement étouffé. « Vous êtes sûr qu'il n'a pas emmené le chien avec lui ?» avait demandé Madame Halvorsen. «
On ne l'a plus entendu depuis plusieurs jours. Peut-être qu'ils sont partis. Mais Daniel n'y croyait pas. Quelque chose clochait. Ce n'est que 20 jours après la disparition que Daniel, rongé par la culpabilité, décida d'entrer dans la maison. Il appela Julia Bennett pour l'accompagner et un officier accepta de les escorter juste au cas où. Lorsqu'ils poussèrent la porte, le silence glacial de la maison fut brisé par une odeur fétide. Et là, dans l'ombre, ils le virent. Le premier soir à la clinique vétérinaire fut décisif. Julia insista pour rester assise dans un fauteuil dur en plastique à côté de la cage d'isolement où Diesel était sous perfusion. Le docteur Clarence Walton, vétérinaire en chef, était franc. « Les prochaines 48 heures seront critiques », dit-il en ajustant le débit des fluides. Il était à la limite. Je n'ai jamais vu un chien aussi déterminé mais aussi brisé. À ce moment-là, Diesel pesait à peine 50 livres. Son pelage, d'ordinaire soyeux, tombait par plaques. Une infection sévère entourait la plaie à son cou. Ses reins peinaient à fonctionner et son cœur, affaibli par la déshydratation, battait de manière irrégulière. Mais ce qui frappa le plus Julia, ce fut son regard. Il n'y avait pas que de la douleur, il y avait une attente, une sorte d'obstination. « Tu attendais quelqu'un, pas vrai, mon grand ?» murmura-t-elle en le caressant derrière l'oreille, évitant ses blessures. « Tu savais qu'on viendrait. Ou peut-être que tu attendais ton maître. » Elle ne savait pas encore que ce chien, affaibli mais digne, allait bientôt les mener bien plus loin qu'elle ne l'aurait imaginé. Il était un peu plus de 2 heures du matin quand Julia nota le premier signe inhabituel. Diesel, qui jusqu'alors était resté prostré, ses yeux à peine ouverts, réagit au bruit d'un plateau en métal tombé dans le couloir. Ses oreilles, jusque-là molles, se dressèrent faiblement. Il ouvrit les yeux, tourna lentement la tête vers la porte et émit un gémissement presque inaudible. Julia, d'abord surprise, s'approcha, observant le changement subtil mais indéniable dans son attitude. C'était la première fois qu'il réagissait à autre chose qu'à une piqûre ou une perfusion. Le lendemain matin, Julia testa une hypothèse. Elle entra dans la pièce, jeta discrètement son trousseau de clés au sol. Diesel dressa aussitôt les oreilles et suivit le bruit du regard. Elle répéta l'expérience avec plusieurs objets, puis elle tenta quelque chose de plus précis. « Diesel, regarde !» Le chien tourna lentement la tête vers elle. « Diesel, reste !» Il ne bougea pas. Jusque-là, rien d'anormal. Mais lorsqu'elle prononça le mot « preuve », utilisé comme mot-clé sans y réfléchir, la réaction fut spectaculaire. Diesel, bien qu'affaibli, essaya de se lever, son regard devenu soudain acéré, focalisé. Dr Walton, qui venait de faire son entrée, s'arrêta net en voyant la scène. C'est inattendu. Dans son état, la plupart des chiens ne réagiraient même pas à de la nourriture. Julia acquiesça lentement. Je ne crois pas que c'était juste un chien d'assistance émotionnelle. Je pense qu'il a reçu un entraînement plus poussé, peut-être même dans la détection. Pendant que Diesel continuait son combat pour la vie, Daniel Monroe reprenait l'examen de la maison de Caleb avec l'aide de la police. L'enquêtrice assignée à l'affaire, détective Clara Whitaker, observa la scène du salon avec attention. Daniel, les mains dans les poches, montra le téléphone de Caleb, retrouvé entre 2 coussins du canapé. « Les gens n'oublient pas leur téléphone quand ils décident de fuir, non ?» murmura-t-il. Le portefeuille avait été retrouvé dans un tiroir de salle de bain, permis de conduire, carte bancaire, tout était là. La scène ne colle pas avec un départ volontaire, admit la détective. Des projections de sang sur le mur derrière le canapé avaient été négligées lors du premier passage. Un cadre brisé, une photo de mariage lacérée par les éclats. Tous les signes pointaient vers une altercation violente. L'après-midi même, Lindsay, la sœur de Caleb, se présenta au commissariat. Elle avait les mêmes yeux que son frère, ce même regard droit et pénétrant. Après avoir écouté les premiers éléments, elle secoua la tête. Caleb n'aurait jamais laissé Diesel. Ce chien, c'était tout ce qui lui restait. Elle montra le message qu'elle avait reçu la veille de sa disparition. Il m'a écrit qu'il allait voir Dean au sujet des comptes. Il avait découvert des irrégularités. Il semblait vraiment inquiet. Ces nouvelles informations changèrent la dynamique de l'enquête. Détective Whitaker demanda immédiatement l'accès aux comptes professionnels de Caleb et de Dean et programma un entretien avec ce dernier. « Nous traitons cela comme une disparition suspecte à présent », expliqua-t-elle à Daniel et Julia. « Mais il nous faut des preuves concrètes. Pour l'instant, tout ce que nous avons, ce sont des circonstances troublantes. » Dean Holloway arriva au commissariat vêtu d'un costume gris parfaitement taillé. Son discours était fluide, maîtrisé. « Caleb était stressé depuis plusieurs mois, déclara-t-il.
On s'est vu pour discuter de quelques anomalies comptables. Il parlait de tout laisser tomber, de partir en voyage. J'ai reçu des messages de lui qui confirmaient ça. Il présenta même des captures d'écran de conversation. Mais ces messages avaient été effacés du téléphone de Caleb retrouvé sur place, ce que Whittaker nota aussitôt. Quand Julia revint à la clinique le soir même, elle apporta avec elle un vieux sweatshirt de Caleb, le jouet préféré de Diesel, et une bouteille de son parfum. Diesel, qui avait passé la journée dans un état semi-conscient, frémit dès qu'il sentit l'odeur. Son corps se tendit. Il grogna, une réaction instinctive chargée d'un malaise profond. Julia retira immédiatement la bouteille et le calme revint peu à peu. Cette réaction confirma ses soupçons. Diesel n'était pas seulement un chien de compagnie. Il était capable de distinguer des odeurs précises, de réagir à des stimuli complexes. Il essayait de communiquer à sa manière. Plus tard ce soir-là, autour d'un café dans un petit dîner en face de la clinique, Julia exposa sa théorie à Daniel. « Je crois que Diesel sait ce qui s'est passé. Il ne peut pas nous le dire, évidemment. Mais il nous montre les indices. On doit l'écouter. » Daniel hocha lentement la tête. « Caleb m'a dit une fois que Diesel avait suivi un entraînement spécial. J'ai cru qu'il parlait juste de soutien émotionnel, mais vu ce que tu me décris, peut-être qu'il en savait plus. » Face à l'attentisme de la police, Julia et Daniel décidèrent de suivre leur propre intuition. Ils allaient explorer chaque réaction du chien, chaque signe. Diesel allait guider leur enquête, même si cela signifiait s'aventurer en terrain dangereux. À partir de ce moment-là, Julia documenta chaque étape de la récupération de Diesel avec une précision presque obsessionnelle. Elle notait tout, la moindre variation dans son comportement, les signes de douleur, les moments où il semblait plus lucide. Chaque progrès, aussi minime soit-il, était photographié, enregistré, daté. Ce qui avait commencé comme un devoir professionnel se transforma rapidement en un acte d'engagement personnel. Ce chien, brisé mais déterminé, était devenu pour elle bien plus qu'un patient. Il était un survivant, et elle voulait être sûre que son histoire ne serait pas oubliée. Le 5e jour après le sauvetage, Diesel tenta de se lever pour la première fois. Julia s'était assoupie sur sa chaise quand un gémissement aigu la réveilla. Lorsqu'elle ouvrit les yeux, elle vit le chien, tremblant sur ses pattes arrière, son regard fixé droit devant lui, comme s'il se battait contre son propre corps pour lui obéir. L'effort dura à peine 10 secondes avant qu'il ne s'écroule de nouveau, épuisé. Mais pour Julia, c'était une victoire éclatante. Elle appela immédiatement le docteur Walton. « Il se bat ?» dit-elle avec la gorge nouée. « Il veut revenir. » Le vétérinaire, qui avait vu des milliers d'animaux en détresse, fut lui aussi touché. Il y a quelque chose chez ce chien, une volonté, un regard. Il ne veut pas seulement vivre, il veut comprendre. Durant un examen approfondi ce jour-là, le docteur Walton fit une découverte dérangeante. Des cicatrices anciennes, presque invisibles, sous la fourrure de Diesel. De longues lignes fines sur les flancs et le dos. Celles-ci ne datent pas de son abandon, expliqua-t-il à Julia. Ce sont des blessures anciennes, peut-être des maltraitances, avant que Caleb ne l'adopte. Le constat lui donna un coup au cœur. Comment un animal, ayant déjà tant souffert, pouvait-il encore faire confiance à l'humain? Et pourtant, Diesel le faisait. Avec elle, avec Caleb. Pendant ce temps, Daniel continuait de fouiller la maison de Caleb. Grâce à ses années de service militaire, il avait l'œil pour repérer ce que d'autres auraient pu négliger. Dans le salon, il remarqua une légère marque sur le mur, derrière le canapé. En y regardant de plus près, il identifia une éclaboussure minime, mais typique d'une projection sanguine. Les enquêteurs, dans leur inspection initiale, n'avaient pas soulevé ce détail. Dans le bureau, il découvrit l'ordinateur portable de Caleb, sans son câble d'alimentation, ce qui l'avait rendu inutilisable après l'épuisement de la batterie. Mais sa découverte la plus marquante eut lieu en examinant les détecteurs de fumée. Une intuition le poussa à démonter celui du couloir principal. À l'intérieur, soigneusement dissimulée, se trouvait une micro-caméra, installée de manière professionnelle, orientée droit vers le salon. Il n'en croyait pas ses yeux. Il appela immédiatement la détective Whittaker. « Quelqu'un espionnait Caleb », dit-il en lui tendant l'appareil désormais dans un sac de preuves. Elle l'observa, perplexe. « Ce n'est pas un modèle standard, et je doute que ce soit Caleb qui l'ait mise là. » Elle laissa échapper un soupir. « Ça change la donne. Ce n'est pas une disparition, c'est prémédité. » Plus tard ce soir-là, Daniel raconta la découverte à Julia lors de leur habituel rendez-vous au dîner. Elle sentit un frisson lui parcourir la nuque.
S'il surveillait Caleb, il pourrait aussi surveiller ceux qui s'en mêlent. Nous, Daniel balaya la salle du regard, désormais sur le qui-vive. Alors il faut être prudent, répondit-il. Et rapide, Julia poursuivit ses expériences avec Diesel. Le lendemain, elle apporta une nouvelle série d'objets de la maison. Un soulier, un livre, un tapis de bain. Elle les disposa autour du chien et observa ses réactions. Rien de significatif, jusqu'au moment où elle posa le tapis devant lui. Diesel se redressa immédiatement, renifla un coin spécifique, puis fixa Julia intensément, comme s'il lui indiquait quelque chose. Suivant son instinct, elle apporta le tapis au docteur Walton. « Tu peux tester ce coin pour des traces de sang ?» demanda-t-elle. Il haussa un sourcil dubitatif. « Je peux faire un test préliminaire, mais pour quelque chose d'officiel, il faudra passer par un laboratoire. » Quelques heures plus tard, le test confirma ses soupçons. Des résidus de sang étaient encore présents, nettoyés en surface mais pas totalement effacés. Julia n'en doutait plus. Diesel avait été entraîné à la détection. Il savait ce qu'il faisait. Il essayait de leur montrer ce qui s'était passé. Elle raconta tout cela à Daniel. « On doit continuer à le suivre. Il nous guide. Et personne d'autre ne peut le faire. » Ensemble, ils mirent en place un protocole. Chaque jour, ils testeraient de nouveaux objets, documenteraient chaque réaction, prendraient des photos et enregistreraient des vidéos. Si la police ne pouvait pas, ou ne voulait pas, utiliser Diesel comme piste, eux le feraient. Et ils le feraient bien. 7 jours après son sauvetage, Diesel parvint à faire le tour de la salle de soins. Vacillant mais déterminé. Julia, marchant à reculons, l'encourageait à chaque pas. Quand il atteignit l'autre mur, elle s'agenouilla et l'enlaça doucement. « Tu es incroyable, mon grand. » Incroyable. Ce même jour, Daniel assista à une réunion entre Lindsay et la détective Whittaker. Les investigations financières avaient révélé de nombreuses anomalies, des transferts d'argent à destination de sociétés fictives, des comptes offshore. Tous les accès portaient l'empreinte numérique de Caleb. « Ça donne l'impression que votre frère a orchestré une vaste fraude, dit la détective prudente. Lindsay secoua la tête avec force. Caleb était d'une honnêteté maladive. Il a déjà fait demi-tour pour rendre 10 $ en trop à une caissière. C'est Dean. Ça ne peut être que Dean. Daniel se rangea de son côté. Tout ce qu'il savait de Caleb lui dictait la même chose. Mais l'enquêtrice restait contrainte par les faits visibles, les traces numériques. Sans la version de Caleb, c'est sa signature qui apparaît partout. Et ça, juridiquement, c'est lourd. Leur frustration grandissait. Ils étaient à 2 doigts de tout comprendre, mais les preuves tangibles manquaient encore. Le poids des apparences penchait contre Caleb, et seul un miracle pourrait le sortir de cette impasse. Ils ne savaient pas encore que ce miracle portait un nom, Diesel. L'histoire de Diesel, le chien retrouvé enchaîné dans une maison abandonnée, avait commencé à circuler sur les réseaux locaux. Un article publié sur un blog communautaire, relayé par plusieurs habitants, avait attiré l'attention de la presse régionale. Rapidement, le standard du refuge vétérinaire se retrouva saturé. Appels de soutien, dons pour couvrir les soins, mais aussi un afflux de témoignages, d'hypothèses, de rumeurs. Parmi tous ces messages, un appel particulier fit s'arrêter Julianette. Une infirmière de l'hôpital Saint-Alfred, situé à une vingtaine de kilomètres de Maple Hollow, affirma avoir reçu un patient non identifié. Un homme trouvé inconscient sur le bas-côté d'une route. Au milieu de la tempête de neige, il avait été admis sans papier d'identité, souffrait d'un traumatisme crânien sévère et était dans un coma profond. L'infirmière avait reconnu l'histoire de Diesel dans l'article et appelé sur un simple pressentiment. Il a été trouvé le même soir que la disparition présumée de Caleb, expliqua-t-elle. Âge, corpulence, couleur des cheveux, ça colle. Julia raccrocha le cœur battant. Et s'il s'agissait de lui, dit-elle à Daniel en sortant précipitamment de la clinique. Ils contactèrent immédiatement la détective Whittaker qui les informa que sans identification formelle, l'hôpital ne pouvait révéler l'identité du patient. Seul un membre de la famille ou une autorisation judiciaire pouvait permettre l'accès. Lindsay n'avait pas encore été informée et le risque d'un faux espoir planait. Julia décida d'attendre d'avoir la certitude. Pendant ce temps, Diesel continuait sa convalescence. Il remarchait désormais sur de courtes distances, son regard retrouvait parfois la vivacité d'autrefois et ses réactions étaient de plus en plus précises. Il recommençait même à jouer par moments, surtout lorsqu'il sentait la présence rassurante de Julia. Mais chaque progrès semblait accompagné d'un recul émotionnel. Le chien refusait toujours de s'alimenter sans sa présence et ses nuits étaient hantées par des cauchemars. Les vétérinaires parlaient désormais de stress post-traumatique canin. « C'est rare à ce point, avoua Dr Walton.
Mais pas impossible. C'est dans ce contexte fragile qu'un homme apparut soudainement au refuge. Il se présenta comme étant Kevin Dawson, cousin de Caleb. Il expliqua être le dernier parent légalement reconnu, hormis Lindsay, et demanda à récupérer Diesel. Julia, immédiatement sur la défensive, le reçut avec politesse mais méfiance. L'homme avait une attitude trop lisse, un sourire trop bien ajusté. Il parlait avec assurance, mais sans chaleur. « Je vais l'emmener chez un vétérinaire que je connais. Il sera mieux avec moi que dans cet endroit. » Julia resta ferme. Diesel n'est pas encore transportable. Il est toujours en traitement lourd et la séparation pourrait aggraver son état. Kevin insista, affirmant que son avocat entamerait des démarches. Mais Julia proposa plutôt une rencontre avec le chien, pour évaluer sa réaction. Lorsqu'ils entrèrent dans la pièce, Diesel leva la tête. Dès qu'il aperçut Kevin, il se raidit. Son corps entier se contracta et un grondement sourd monta de sa gorge, puis brusquement il recula se collant contre le mur. Ce n'était pas une peur ordinaire, c'était de la panique. Julia s'interposa immédiatement. Il a subi un traumatisme. Il est méfiant envers les étrangers. Kevin tenta de rester calme, mais ses yeux trahirent une crispation passagère. Une fois l'homme parti, Julia appela Daniel. Il y a quelque chose de faux chez lui, et Diesel le sent. Daniel fit jouer ses contacts dans l'armée et obtint rapidement des informations préoccupantes. Kevin n'était pas un cousin de sang, mais un parent éloigné par alliance, lié à la famille de Lydia, la défunte épouse de Caleb. Et surtout, il avait un passé trouble, dette de jeu, litige financier, une plainte pour violence domestique classée sans suite. Pire encore, Daniel découvrit que Kevin avait fréquenté le même lycée que Dean Holloway. C'était peut-être une coïncidence, ou peut-être pas. Julia et Daniel comprirent qu'ils n'avaient plus affaire à un simple conflit de tutelle, mais à une menace bien plus vaste. Le lendemain matin, un mot anonyme fut retrouvé sur le pare-brise de la voiture de Julia, garée devant la clinique. « Arrête de fouiller, ou tu le regretteras », écrit à la main, en lettres capitales, sur un simple papier plié. Loin d'être intimidée, Julia prit cela comme une preuve supplémentaire qu'ils étaient sur la bonne voie. Et dans l'ombre de son enclos, Diesel progressait. 12 jours après son sauvetage, il réussit à marcher sans aide pendant presque 10 minutes. Sa respiration était encore irrégulière, son pas hésitant, mais sa volonté restait intacte. Les vétérinaires observaient sa transformation avec un mélange d'étonnement et de respect. C'est ce jour-là que Julia tenta une nouvelle expérience. Elle rassembla 5 objets personnels, la montre de Caleb, un bout de tissu portant l'odeur de Daniel, son propre foulard, une cravate laissée par Dean chez Caleb et la carte de visite de Kevin. Elle les aligna, puis s'agenouilla devant Diesel. « Diesel cherche, montre-moi !» Le chien s'approcha lentement, renifla chaque objet à tour de rôle. Lorsqu'il arriva à la montre de Caleb, il s'arrêta brièvement, regarda Julia, puis reprit. Mais lorsqu'il sentit la cravate de Dean, il recula légèrement, poils hérissés, et un grondement monta de sa gorge. À la carte de visite de Kevin, il aboya sèchement, puis retourna se positionner devant Julia, comme pour la protéger. Daniel, témoin de toute la scène, n'en croyait pas ses yeux. Ce chien sait, il les reconnaît. Il les relie à ce qui s'est passé. Le lendemain, la détective Whittaker fit parvenir les premiers résultats des analyses ADN. 2 profils différents avaient été identifiés dans les traces de sang de la maison. Le premier correspondait à Caleb. Le second, encore inconnu, montrait des similitudes possibles avec Dean. Mais ce fut une autre confirmation qui changea tout. Sous les griffes de Diesel et entre ses dents, des résidus ADN avaient été trouvés. Ils correspondaient au deuxième profil. Il s'est battu, expliqua la détective à Julia et Daniel. Et il a blessé son agresseur. C'est une preuve matérielle. Si l'on parvient à faire le lien avec Dean Holloway, nous pourrons établir une accusation formelle. Julia ferma les yeux un instant. Elle pensait à Diesel, seul, affamé, désespéré, mais refusant d'abandonner. Elle pensa à ce moment où il avait plongé dans l'ombre pour défendre son maître, sans hésiter. Et elle sut qu'il ne s'arrêterait pas là. Les jours qui suivirent prirent un tournant plus grave. La pression montait. Julia sentait l'étau se resserrer autour d'eux, mais c'était aussi le signe qu'il touchait à quelque chose de fondamental. L'étau, c'était Dean qui devenait nerveux, Kevin qui réapparaissait avec un avocat à ses côtés et la police qui demandait soudain à Julia de restreindre ses interactions avec Diesel sous prétexte que son rôle de témoin n'était plus juridiquement pertinent. Mais elle savait que ce n'était qu'une tentative de reprendre le contrôle de ce qu'elle avait découvert seule. Le soir du 13e jour, Julia rentra chez elle, vidée.
Elle s'était battue toute la journée pour faire comprendre que Diesel n'était pas un objet de preuve dépassé, mais une victime vivante et encore capable de révéler des éléments essentiels. Mais les autorités restaient prudentes, comme si l'intuition n'avait pas sa place dans une enquête sérieuse, comme si le courage silencieux d'un chien n'avait pas de valeur légale. Pourtant, elle savait que c'était Diesel, et lui seul, qui détenait la vérité dans son regard. C'est ce soir-là que tout bascula. Daniel arriva à la clinique en coup de vent, essoufflé, les yeux plus sombres qu'à l'ordinaire. « Dean était à l'hôpital », annonça-t-il. Julia se redressa d'un bond. « Quoi ?» Il a tenté d'entrer dans l'unité de soins intensifs. Il avait une boîte à la main, prétendant apporter des fleurs à un parent malade. Mais il s'est dirigé droit vers la chambre du John Doe, celui qu'on pense être Caleb. Il a été arrêté par les agents de sécurité avant d'avoir pu entrer. Julia sentit un frisson glacial lui courir le long de l'échine. Il a compris, il sait que Caleb est vivant, et il va vouloir effacer toute trace. Daniel hocha la tête. On doit agir, maintenant. Quelques heures plus tard, Julia, accompagnée de Thomas et d'un vétérinaire complice, fit sortir Diesel de la clinique en douce. Elle avait préparé un grand sac de transport renforcé, où le chien, encore affaibli mais calme, se laissa glisser. Direction l'hôpital Saint-Alfred. L'objectif, une confrontation silencieuse mais décisive. Il ne pouvait plus attendre l'autorisation officielle. Il devait prouver, au monde entier, que Diesel reconnaissait Caleb. Et que Caleb, même dans le coma, reconnaissait Diesel. Ils choisirent l'entrée de service au moment du changement d'équipe. L'hôpital bruissait de mouvements, de portes battantes, de conversations à voix basse. Julia, Daniel et Diesel parvinrent jusqu'au 4e étage, dans une tension presque insupportable. La pièce 412, Caleb était là. Ils pénétrèrent dans la chambre sans bruit. Le souffle de Caleb était assisté par une machine, son visage marqué par les ecchymoses anciennes, ses traits détendus dans une torpeur artificielle. Julia posa le sac au sol, l'ouvrit lentement. Diesel sortit prudemment, puis s'arrêta net. Son museau s'agita, puis son corps se tendit comme un arc. Il avança, un gémissement s'échappa de sa gorge, puis un autre. Il grimpa les pattes sur le bord du lit et posa doucement sa tête sur la poitrine de Caleb. L'instant fut suspendu. Le moniteur cardiaque se mit à accélérer, subtilement d'abord, puis de manière perceptible. Les signes vitaux montèrent, une ligne plus vive sur l'électroencéphalogramme, puis un frémissement. Les doigts de Caleb bougèrent imperceptiblement mais suffisamment pour que Julia s'effondre en larmes. Le miracle était en train de se produire. Une infirmière entra en trombe, alertée par les machines. Elle les trouva là, Julia, en larmes, Daniel bouche bée, Diesel toujours couché contre son maître, et Caleb, dont les paupières tremblaient. « Mon Dieu !» souffla-t-elle. « Il réagit !» Il réagit à son chien. Julia dégaina son téléphone, enregistra tout. Les réactions, les machines, les gestes, ce n'était pas une anecdote, c'était une preuve. 20 minutes plus tard, Diesel était de retour à la clinique et Julia appelait la détective Whittaker. « Je sais que ce n'est pas réglementaire, dit-elle, la voix tremblante, mais j'ai quelque chose que vous devez voir. » Le lendemain, les nouvelles se répandirent comme une traînée de poudre. Caleb Dawson avait été identifié et il était vivant et réactif. L'émotion fut immense. Les journalistes, les voisins, les donateurs, tous voulaient en savoir plus. Mais Julia ne parlait qu'à une seule personne ce jour-là, Caleb. Il n'était pas encore capable de parler, mais ses yeux, cette fois bien ouverts, la suivaient. Lorsqu'elle prononça le nom de Diesel, ses lèvres esquissèrent un mouvement. Ses doigts bougèrent. Les médecins n'en revenaient pas. « Ce chien a réveillé quelque chose ? Il faut qu'il revienne ?» Le neurologue en chef demanda à Dr Walton un rapport complet sur la réactivité de Diesel. En quelques jours, Diesel obtint un statut inédit, celui de cothérapeute. Il fut autorisé à revenir régulièrement à l'hôpital, cette fois avec l'appui du corps médical. Et c'est dans cette lumière nouvelle que les ténèbres vinrent frapper une fois encore. 2 jours après cette rencontre miraculeuse, la clinique vétérinaire perdit soudainement toute alimentation électrique. Pas de générateur, pas de secours, juste un silence noir. Julia, dans la pénombre, alluma son téléphone. Diesel d'un bond se redressa. Il grognait, fixait la porte. Puis elle s'ouvrit. Et Dean entra. Fini les costumes taillés, fini l'assurance froide. Il portait des vêtements sombres, sales, et dans sa main droite, une seringue brillait sous la faible lumière du couloir. « Tu aurais dû laisser tomber », cracha-t-il. « Personne n'aurait rien su. Le chien devait mourir. Caleb aussi. » Diesel s'interposa, malgré la douleur, malgré la faiblesse.
Il grognait si fort que Julia sentit son propre courage s'enflammer. Dean fit un pas, leva la seringue, Julia hurla et Diesel bondit. Le choc fut brutal. Le chien mordit l'avant-bras de Dean avec une telle force que l'homme hurla de douleur. La seringue tomba au sol. Julia frappa Dean avec un plateau métallique, juste assez pour créer un mouvement de panique. Elle activa l'alarme d'urgence. En quelques secondes, les agents de sécurité entrèrent. Dean était à terre. Et Diesel, haletant mais déterminé, gardait encore sa prise. Il ne lâcha que lorsque les menottes claquèrent. Puis il s'effondra, à bout de souffle, dans les bras de Julia. Mais ils avaient gagné. Le lendemain matin, la salle d'attente de la clinique vétérinaire était plongée dans un silence respectueux. Le personnel, encore secoué par les événements de la veille, observait Julia avec un mélange d'admiration et d'inquiétude. Diesel, endormi sous sédation après l'attaque, avait été transféré en soins intensifs. Il avait perdu beaucoup de sang et ses muscles, déjà affaiblis, avaient subi un choc énorme. Mais le vétérinaire était formel. Il allait s'en sortir, encore une fois, parce que Diesel refusait d'abandonner. Julia, les mains serrées autour d'un gobelet de café froid, n'avait pas dormi. Elle avait passé la nuit à remplir des rapports pour la police, à répondre aux questions du docteur Walton et à appeler Lindsay pour lui annoncer ce qui s'était passé. La voix de Lindsay, à l'autre bout du fil, était brisée. « Il nous a retrouvés ?» Il voulait vraiment s'assurer que Caleb ne parlerait jamais. Dean Holloway avait été arrêté pour tentative d'homicide, effraction et obstruction à la justice. Son sang, analysé à l'hôpital après son arrestation, correspondait parfaitement à celui retrouvé sur les griffes de Diesel. Les charges s'accumulaient et l'avocat de Dean, face à l'évidence, préparait déjà une négociation de peine. Mais tout cela, à cet instant précis, semblait secondaire à Julia. Ce qui comptait, c'était Diesel. Couché dans sa cage, perfusé, son museau posé sur un coussin, il ressemblait à un soldat revenu d'une bataille intérieure. Il avait encore une fois risqué sa vie pour protéger. Et cette fois, il avait protégé elle. Caleb, de son côté, progressait. Les médecins étaient optimistes. Il avait commencé à parler par fragments, des mots confus, entrecoupés de silence, mais c'était un début. Le lien avec Diesel avait été déterminant. Chaque visite du chien éveillait un peu plus de sa conscience, comme si sa mémoire se recollait lentement autour de cette présence familière. « Shadow », murmura-t-il un jour, confondant le prénom. Mais Julia ne corrigea pas. L'intention était là. À l'hôpital, la détective Whittaker vint lui rendre visite. Elle apportait des nouvelles cruciales. On a perquisitionné l'appartement de Dean. On a trouvé une clé USB, soigneusement dissimulée derrière un cadre. Elle contient les traces des virements frauduleux, les comptes offshore et surtout les accès réseau depuis ses propres appareils. Caleb a bien été piégé. Elle marqua une pause. Et dans un dossier intitulé « Plan B », on a trouvé des notes sur la mise en scène de la disparition. Il prévoyait tout. L'enlèvement, l'enchaînement du chien, même les messages qu'il enverrait depuis le téléphone de Caleb. Julia ferma les yeux, le souffle coupé. Il avait tout prémédité. « Oui », confirma Whittaker, « et grâce à Diesel, à vos enregistrements et à votre persévérance, on peut tout prouver. » Quelques jours plus tard, Diesel se tenait de nouveau debout, plus lentement qu'avant, mais toujours avec cette dignité farouche. Il avait perdu du poids. Sa fourrure était encore parsemée de cicatrices, mais son regard avait retrouvé toute sa clarté. Julia lui parlait doucement, comme à un vieux compagnon. « Tu sais, mon beau, tu as changé nos vies. Tu as sauvé ton maître, et tu m'as sauvé aussi. » Lorsque Caleb apprit ce que Diesel avait fait, il éclata en larmes. Lindsay était à ses côtés, et même les infirmières s'arrêtèrent, émues. Caleb tendit la main vers la tête de son chien, et Diesel, avec une délicatesse infinie, s'en approcha. Ils restèrent ainsi, immobiles, dans une communion silencieuse que rien ne pouvait troubler. L'histoire fit le tour du pays. Les médias s'emparèrent de l'affaire, le chien héros, l'enquête révélée par un berger allemand, sauvé par la loyauté. Mais Julia refusa toutes les sollicitations. Elle ne voulait pas que Diesel devienne un symbole creux. Il était plus que ça. Il était une âme, une mémoire vivante, un protecteur. Le jour du procès arriva. Dean Holloway entra dans la salle d'audience, menotté, le visage fermé. Julia, Caleb et Lindsay étaient présents, et Diesel aussi. Assis calmement entre Julia et Daniel, il observait la scène avec une concentration étrange. Lorsque Dean croisa son regard, il détourna aussitôt les yeux. Les preuves étaient accablantes, les documents retrouvés, les messages trafiqués, les vidéos de surveillance et surtout le témoignage de Caleb, désormais clair, structuré, précis.
Il raconta tout, la confrontation, les coups, le moment où tout s'était assombri, puis le noir, et enfin la voix de Julia, la chaleur du pelage de Diesel contre lui, la lumière revenue. Dean tenta de nier, d'argumenter, mais c'était trop tard. Le jury délibéra, moins de 3 heures, verdict, coupable sur tous les chefs d'accusation. À la sortie du tribunal, Julia sentit un poids quitter ses épaules. Caleb, désormais libre, lui serra la main longuement. « Je ne saurais jamais comment te remercier. » Elle sourit, le regard tourné vers Diesel. « C'est lui qu'il faut remercier. Moi, je n'ai fait que suivre son instinct. » Et c'était vrai. Diesel avait été le fil d'Ariane dans ce labyrinthe de mensonges et de douleurs. Il avait guidé chacun de leurs pas sans jamais renoncer, même quand tout semblait perdu. Quelques semaines plus tard, Caleb, désormais rétabli, décida de quitter Maple Hollow. Trop de souvenirs, trop de fantômes. Il choisit une petite maison près d'un lac dans le Vermont, un endroit calme, entouré de forêts. Diesel l'accompagna évidemment. Mais avant de partir, il demanda à Julia de les rejoindre pour un dernier dîner. Ce soir-là, autour d'un feu de cheminée, les 3 âmes blessées mais survivantes partagèrent un repas simple. Caleb, Diesel, Julia, un silence confortable s'installa entre eux. Il n'y avait plus besoin de mots. Et lorsque la nuit tomba, et que Diesel posa sa tête sur les genoux de Caleb, Julia comprit que c'était là la véritable fin de l'histoire. Pas dans le tribunal ni dans les journaux, mais dans ce moment de paix retrouvée. Là où la loyauté avait vaincu la peur, là où la vérité, portée par un chien muet, avait eu le dernier mot. L'hiver se retira lentement de Maple Hollow, laissant derrière lui une ville changée. L'affaire Holloway avait éclaté comme une tempête, révélant les failles d'un système souvent aveugle aux signaux les plus évidents. Mais pour Julia, ce n'était pas la fin. C'était un nouveau départ. Dans la clinique vétérinaire, les patients revenaient, les journées retrouvaient un rythme normal. Pourtant, quelque chose avait changé en elle. Diesel avait laissé une empreinte profonde, irréversible. Il lui avait rappelé ce qu'était le courage brut, la loyauté et la capacité d'un être, même brisé, à lutter jusqu'à la fin pour ceux qu'il aime. Daniel Monroe, de son côté, avait repris contact avec son ancien réseau. Ce qu'ils avaient traversé lui avait fait comprendre que certaines batailles ne se gagnaient pas avec des procédures, mais avec une présence, une écoute. Il décida de quitter l'administration municipale et de lancer un projet qui lui tenait à cœur. Une fondation pour chiens de travail retraités. Des chiens comme Diesel qui avaient tout donné et qu'on oubliait trop vite une fois devenus moins performants. Il proposa à Julia de participer au comité vétérinaire de l'organisation. Elle accepta sans hésiter. Quelques semaines plus tard, Julia reçut une enveloppe par courrier recommandé. À l'intérieur, une lettre de Caleb, écrite à la main, sobre, précise. « Julia, je ne crois pas aux coïncidences. Le fait que tu aies été là, ce jour-là, que tu aies entendu ce bruit, que tu aies vu Diesel quand tant d'autres l'auraient ignoré. Tu as été notre lien à la vie, à la vérité. Et pour ça, je te serai éternellement reconnaissant. » Diesel dort paisiblement à mes pieds pendant que j'écris ces mots. Il se remet doucement. Il recommence à courir, à nager. Il a même trouvé un bâton qu'il enterre et déterre avec une méthode bien à lui. Je pense que ça l'aide à tourner la page. Moi aussi, je m'y efforce. Si jamais tu veux venir, la porte est toujours ouverte. Avec gratitude, Caleb, Julia laissa la lettre sur le comptoir de sa cuisine pendant plusieurs jours. Elle la relisait chaque matin. Elle pensait à cette idée. Tourner la page. Mais pouvait-on vraiment tourner la page sur quelque chose qui vous avait transformé à ce point ? Elle prit sa voiture un samedi matin et roula vers le nord, vers le Vermont. Le paysage changeait peu à peu. Les sapins remplaçaient les chênes, les routes devenaient sinueuses et le silence des bois enveloppait la route comme une couverture rassurante. Quand elle arriva, la maison de Caleb était exactement comme il l'avait décrite. Simple, chaleureuse, avec un vieux porche qui craquait sous les pas. Diesel fut le premier à l'accueillir. Il bondit hors de la maison, les oreilles dressées, la langue pendante. Il avait repris du poil de la bête au sens propre. Sa silhouette était plus ferme, ses yeux plus clairs. Julia s'agenouilla et il lui sauta dessus en jappant doucement comme pour dire « Tu es venu ». Caleb sortit peu après, un sourire franc sur le visage. Il n'avait pas encore retrouvé toutes ses forces, mais il marchait sans assistance. Le regard qu'il lui lança était celui d'un homme qui avait connu l'abîme et qui avait réussi à en sortir. Ils passèrent la journée ensemble, balade au bord du lac, thé sur la terrasse, une conversation calme sans besoin de se presser. Caleb parla de ses souvenirs qui revenaient par bribes, du procès, de la peur de ne pas être cru.
et de Diesel qui avait été, littéralement, son fil d'Ariane. « J'ai compris quelque chose ici, dit-il en regardant son chien se rouler dans l'herbe. Ce qu'on vit nous façonne, mais ce qu'on choisit d'en faire, ça nous définit. » Le soir, Julia hésita à repartir. Le ciel virait à l'orange derrière les montagnes, et une odeur de bois flottait dans l'air. Caleb l'invita à rester dîner, elle accepta. Ils parlèrent peu. La fatigue, le calme, tout conspirait à rendre ce moment simple, profond. Vers minuit, Julia sortit prendre l'air. Diesel la rejoignit, se coucha à ses pieds. Elle leva les yeux vers les étoiles. Pour la première fois depuis longtemps, elle ne ressentait ni tension, ni angoisse, juste une forme d'acceptation. Elle se pencha vers Diesel, gratta derrière ses oreilles. « Tu sais que tu es un héros, pas vrai ?» Le chien ferma les yeux, comme s'il en avait pleinement conscience. Plus tard, dans sa chambre d'amis, Julia repensa à tout ce qu'ils avaient traversé. Elle se demanda combien de vies Diesel avait réellement touchées. Pas seulement la sienne, pas seulement celle de Caleb, mais aussi toutes celles des gens qui avaient suivi leur histoire. Ces enfants qui avaient envoyé des dessins, ces anciens soldats qui avaient écrit pour dire que Diesel leur avait redonné foi en l'humanité. Le lendemain, alors qu'elle repartait, Caleb lui tendit une photo. Elle représentait Diesel, juste après son arrivée au Vermont, debout sur un rocher, face au lac. En arrière-plan, le soleil perçait à travers les nuages. « J'appelle ça le retour du gardien », dit Caleb en souriant. Julia glissa la photo dans son sac, le cœur serré. Ce chien n'était pas juste un survivant. C'était un guide, un phare, un gardien, et il l'avait été pour eux tous. Les mois passèrent, le printemps s'installa doucement, repeignant les collines du Vermont de vert tendre et de floraisons sauvages. Dans la maison en bois au bord du lac, la vie reprenait son souffle. Caleb, plus apaisé qu'il ne l'avait jamais été, retrouvait peu à peu ses repères. Son quotidien se reconstruisait lentement autour de rituels simples. Les promenades du matin avec Diesel, les moments de silence face à l'eau, les conversations tranquilles avec Lindsay par téléphone. Mais ce calme apparent dissimulait encore quelques zones d'ombre. Une partie de lui restait hantée par la trahison de Dean. Comment un ami de 30 ans, presque un frère, avait-il pu orchestrer une telle destruction, lentement, froidement ? Les souvenirs revenaient parfois sous forme de flash, le réveillant au cœur de la nuit. Les chaînes, le froid du sol de la cave, la douleur sourde dans sa tête, et cette peur glaciale, ne jamais revoir son chien, ne jamais revoir le jour. À chaque fois, Diesel était là. Couché au pied du lit, il levait la tête, approchait doucement son museau, et le contact suffisait à repousser les ténèbres. Ce chien avait été plus qu'un compagnon, il avait été un témoin, un combattant, un survivant au même titre que lui. Un matin, alors qu'il longeait un sentier boisé, Diesel s'arrêta net. Il renifla l'air, avança de quelques mètres, puis se tourna vers Caleb comme pour lui dire « Viens voir ». Intrigué, Caleb le suivit. Dans une anfractuosité du terrain dissimulée derrière des broussailles, ils tombèrent sur une cabane délabrée. Elle semblait abandonnée depuis des années, mais un détail attira l'attention de Caleb. Une boîte métallique, à moitié enterrée sous le plancher effondré. À l'intérieur, un vieux carnet, humide, mais encore lisible. Et là, l'impensable. Des notes, écrites de la main de Dean. Des réflexions, des listes, des phrases fragmentées. Si Caleb découvre tout, plan B, immédiat. Le chien Telecha, variable à neutraliser. Kevin accepte, risque, Lindsay, et une dernière ligne, écrite plus récemment, dans une encre plus fraîche. Ne pas sous-estimer Monroe. Caleb sentit le sol se dérober sous ses pieds. Même enfermé, même jugé, Dean avait continué à planifier. Le danger n'était pas entièrement écarté. Il se hâta de photographier chaque page, puis referma la boîte. Diesel, silencieux, l'observait avec cette intensité qui disait « Tu n'es pas seul ». De retour chez lui, Caleb appela immédiatement Daniel. L'ancien militaire, devenu entre-temps directeur de sa fondation, prit la chose très au sérieux. Ses notes confirment que Dean n'agissait pas seul. Il y avait d'autres mains dans l'ombre. Kevin est toujours en liberté conditionnelle. Et si d'autres partenaires sont encore actifs, on doit s'y préparer. Julia, jointe à son tour, écouta le récit avec une inquiétude croissante. On ne peut pas laisser cette histoire s'éteindre sur un faux sentiment de sécurité. Et ainsi, malgré eux, les survivants de cette tragédie se retrouvèrent liés de nouveau. Cette fois, non pas pour guérir, mais pour éclaircir ce qui restait enfoui. Car si Diesel avait révélé la vérité, il était possible que celle-ci soit plus vaste, plus tordue que ce qu'ils avaient d'abord cru.
Ils décidèrent de transmettre les notes à la détective Whittaker qui ouvrit une nouvelle enquête discrète. Elle était prudente, méthodique, mais claire. Ce que vous avez découvert pourrait élargir l'affaire. Dean n'était peut-être que la surface visible d'un réseau plus vaste. Et s'il y a encore des gens là dehors, prêts à se débarrasser de Caleb ou de vous, il faut que je le sache. Pendant ce temps, Diesel continuait de guérir, mais il avait changé. Quelque chose dans sa démarche, dans son regard, trahissait une conscience accrue, comme s'il savait, profondément, que son rôle n'était pas encore terminé, que la guerre n'était pas tout à fait finie. Un soir, alors que le soleil baignait la maison d'or, Caleb s'installa sur le porche, Diesel à ses côtés. Il caressa doucement sa tête en silence pendant de longues minutes, puis il murmura « Tu n'étais pas censé survivre, tu n'étais pas censé me retrouver. Et pourtant, tu l'as fait, encore et encore. Alors dis-moi, mon ami, que dois-je faire maintenant ?» Diesel leva les yeux vers lui, attentif. Et dans ce regard, Caleb crut lire une réponse, une certitude. Il n'avait pas fini. Les jours qui suivirent la découverte du carnet furent rythmés par un étrange mélange de sérénité et de tension sourde. D'un côté, la maison au bord du lac semblait figée dans une sorte de quiétude hors du monde. Les après-midi baignés de lumière, les promenades lentes entre les pins, le bruissement de l'eau contre les rives. De l'autre, une certitude rampante s'installait dans l'esprit de Caleb. Dean n'avait pas agi seul. Il avait été l'initiateur, oui, mais pas l'architecte. Et tant que ce réseau n'était pas démantelé, lui et Diesel resteraient des cibles. La détective Whittaker confirma rapidement ses soupçons. Des relevés bancaires montraient des mouvements d'argent suspects vers des comptes encore non identifiés. Un nom revenait, une société écran appelée Northfield Solutions. Un organisme qui, sur le papier, vendait du matériel informatique, mais qui, après enquête, n'avait ni bureau, ni employé, ni activité concrète. Juste une adresse postale fictive dans le Dakota du Sud. Et un administrateur masqué. L'argent de Dean y avait transité. Mais pas seulement. Celui de Kevin aussi. Julia, en apprenant cela, comprit que ce qu'ils avaient cru être la fin n'était qu'une étape. Elle reprit contact avec Daniel et ensemble, ils convinrent d'un plan. Il fallait garder Caleb sous surveillance, discrètement mais efficacement. Daniel envoya 2 anciens collègues du militaire, discrets et fiables, pour patrouiller autour de la propriété. Julia se porte volontaire pour venir régulièrement examiner Diesel, mais surtout garder un œil sur tout comportement suspect. Le chien, quant à lui, semblait ressentir l'évolution du danger. Il aboyait rarement, mais désormais, lorsqu'un inconnu approchait de la maison, il se plaçait entre Caleb et la porte, comme une sentinelle. La nuit, il ne dormait plus profondément. Il alternait entre les fenêtres, la porte d'entrée et le palier de la chambre. Caleb, bien qu'habitué à sa vigilance, sentait que quelque chose se préparait. Un soir, alors que la lune baignait la forêt d'un halo pâle, Diesel se mit à grogner. Lentement, sans agressivité, mais avec cette intensité grave qu'il réservait aux véritables menaces. Caleb se leva, prit sa lampe torche et sortit sur le porche. Diesel le suivait tendu. À une dizaine de mètres, derrière les arbres, une silhouette fuyait. Légère, agile, trop rapide pour être un promeneur nocturne. Le lendemain, Daniel récupéra les images des caméras thermiques posées autour de la propriété. Sur 3 d'entre elles, on distinguait clairement un homme, seul, portant un masque, observant la maison. Il ne s'était jamais approché à moins de 15 mètres, mais il était resté là, plus de 2 heures. Il teste vos défenses, conclut Daniel. Il veut savoir si vous êtes seul, si vous êtes vulnérable. Le choc fut rude pour Caleb. Après tout ce qu'il avait vécu, il aspirait à la paix, à l'oubli. Mais la réalité était implacable. On ne sortait pas si facilement d'une conspiration bien rodée. Et tant que la vérité ne serait pas entièrement révélée, le danger resterait à leur porte. Julia, de son côté, repensait souvent à ce qu'elle avait ressenti la première fois qu'elle avait vu Diesel attaché, amaigri, les yeux à demi éteints. Et elle le comparait à ce qu'il était devenu. Ce chien avait incarné une forme de renaissance, de résilience qu'elle n'avait vue nulle part ailleurs. Il avait été témoin d'une violence extrême, mais jamais il n'avait perdu son humanité, ou plutôt ce qui ressemblait à une forme d'âme. Elle se rendit dans un centre canin spécialisé à Boston, où elle connaissait une comportementaliste de renom. Elle lui montra les vidéos de Diesel, sa réaction face à Dean, son comportement post-traumatique et cette capacité quasi surnaturelle à détecter les intentions. La spécialiste fut bluffée. Ce n'est pas un chien ordinaire.
Il a un instinct affûté par le traumatisme, oui, mais il a aussi une forme de cognition presque humaine. Il lit les signaux faibles, il anticipe, il réagit aux micro-expressions, aux tensions musculaires. Il n'obéit pas à un ordre, il interprète. Cette évaluation ne fit que confirmer ce que Julia savait déjà. Diesel était un protecteur, pas seulement de Caleb, mais de tous ceux qui s'étaient approchés de cette vérité dangereuse. Et il irait jusqu'au bout pour la défendre. C'est alors que Lindsay réapparut. Elle arriva à Maple Hollow avec une pile de documents. Elle avait repris contact avec d'anciens collègues de Caleb, fouillé dans les archives, récupéré des copies de comptes, de mails, d'échanges, et ce qu'elle apportait changeait tout. Dans ces documents figurait une correspondance entre Dean et un homme nommé Wesley Grant, ancien consultant pour le gouvernement propriétaire officieux de Northfield Solutions. Et surtout, homme de l'ombre, connu pour ses opérations discrètes dans le monde du renseignement privé. Grant apparaissait nulle part officiellement, mais les dates, les montants, les signatures, tout pointait vers lui. Voilà le cerveau, dit Lindsay. Dean n'était qu'un exécutant. C'est Grant qui tirait les ficelles. Mais comment atteindre un homme comme ça? Protéger Caleb, c'était une chose. Mettre à jour un réseau protégé par l'argent, le silence et l'influence, c'en était une autre. Et c'est là que Diesel fit de nouveau la différence. Un matin, Julia l'emmena dans une zone boisée, non loin d'un ancien terrain appartenant à Dean. Un endroit dont la localisation apparaissait dans un des fichiers cryptés. Il n'avait pas prévu de découvrir quoi que ce soit ce jour-là. C'était un repérage. Mais Diesel, dès qu'ils sortirent du véhicule, se tendit. Il renifla le sol, puis s'engagea sur un sentier invisible à travers les broussailles. 30 mètres plus loin, il s'arrêta net. Devant lui, à demi enfoui dans le sol, un conteneur métallique. À l'intérieur, un disque dur, protégé, crypté. Julia appela immédiatement Daniel qui transféra le contenu vers une cellule de déchiffrement militaire. Ce qu'ils trouvèrent dessus allait bouleverser toute l'enquête. Le disque dur extrait par Diesel contenait un dossier baptisé Sublevel 4. À l'intérieur, des enregistrements, des feuilles de calcul, des échanges cryptés, mais surtout, une série de vidéos. Elle montrait des réunions clandestines dans des lieux anonymes où apparaissaient Dean, Kevin et un homme plus âgé, au regard perçant, que l'analyse faciale confirma rapidement, Wesley Grant. Sur une de ces vidéos, Dean lisait à voix haute un plan. Neutralisation via overdose contrôlée, chien compris, réactivation de la ligne Northfield si fuite presse. Une autre vidéo montrait une carte des propriétés de Caleb avec des cercles rouges autour des zones à surveiller. L'affaire dépassait tout ce que Caleb, Julia ou Daniel avaient imaginé. Ce n'était pas simplement une escroquerie entre associés. C'était une machine à blanchir, à manipuler, à effacer. Daniel transmit le dossier complet au bureau fédéral. Cette fois, avec les preuves visuelles et les documents bancaires, la machine judiciaire ne pouvait plus se contenter d'un survol. Une enquête fédérale fut ouverte en urgence. Les agents se rendirent à l'adresse de Grant, mais il avait disparu, volatilisé. Caleb, encore sous surveillance, fut immédiatement transféré dans une résidence sécurisée. Diesel ne le quittait pas d'une semelle. Depuis la découverte du disque, il ne cessait de tourner en rond comme s'il pressentait un dernier acte, quelque chose qui allait se produire, un affrontement final qu'il ne voulait pas rater. Puis, et 3 jours plus tard, tout bascula. Julia reçut un appel de Daniel à l'aube. Sa voix était grave, plus grave encore que lors de l'attaque à la clinique. Il y a eu une intrusion, à la maison de ton frère. Un garde est porté disparu. On pense que Grant est revenu. Julia n'attendit pas. Elle monta dans sa voiture, Diesel installé à l'arrière. Ils foncèrent vers la propriété, les phares déchirant le brouillard matinal. Arrivés sur place, les agents du bureau étaient déjà déployés. Mais Caleb avait disparu. La maison avait été ouverte sans effraction. Le système de sécurité, désactivé par un code interne. Aucun signe de lutte, juste un silence assourdissant. Et sur la table, une feuille manuscrite. Une phrase. Il m'a dit qu'il voulait finir ce qu'il avait commencé. Les autorités pensaient à une mise en scène. Mais Julia savait. Elle sentit que Caleb n'avait pas été enlevé. Il était parti, volontairement, pour attirer Grant ailleurs, pour mettre fin à cette histoire lui-même. Elle s'enferma quelques minutes dans la chambre. Diesel était là, debout, figé. Il reniflait l'air, puis il poussa un gémissement et se dirigea vers la porte. Julia comprit. Il savait où aller. La traque recommença. Mais cette fois, ce n'était plus une enquête. C'était une course contre la montre. Daniel lança toutes ses ressources. Les traces laissées par Caleb étaient maigres, mais une vidéo de surveillance d'une station-service montrait sa voiture à la sortie nord de l'État, direction le Canada.
Julia, Diesel et Daniel prirent la route. Ils traversèrent montagnes, forêts, bourgades silencieuses, et Diesel, sans relâche, suivait les odeurs. Il reconnaissait les objets, les chemins, les aires où Caleb s'était arrêté. Ce chien avait une carte dans la tête, un fil invisible, tendu entre lui et son maître. Puis, au bout de 3 jours, ils le retrouvèrent. Une cabane isolée dans le comté de Larchpine, aux confins du New Hampshire. L'endroit appartenait à l'ancien grand-père de Lydia, l'épouse défunte de Caleb. Un refuge que seul Caleb connaissait. Il était là, assis sur une chaise devant un feu, les traits détirés. Et face à lui, Wesley Grant. L'homme avait l'allure d'un prédateur. Calme, habillé avec soin comme s'il se savait condamné mais refusait d'abandonner la posture. Il tenait une arme sur ses genoux, sans la pointer, mais avec la menace palpable. Julia et Daniel stoppèrent net. Diesel, lui, s'élança, lentement, déterminé. Grant se leva. « Arrêtez, ou je tire !» Mais Caleb leva la main. « Ne lui faites pas ça. Il ne vous veut aucun mal. » Un instant figé. 3 respirations suspendues. Le silence des montagnes comme seul témoin. Puis Diesel s'arrêta. Juste à 1 mètre de Grant. Il le fixait, immobile, prêt. Et ce fut Caleb qui rompit le silence. « Tu as voulu effacer les traces ? Tu m'as enfermé ? Tu as tenté de tuer Diesel ? Et maintenant tu veux quoi ? Me faire disparaître ? Encore ?» Grant répondit calmement. « Tu es un maillon faible. Trop sentimental, trop imprévisible. » Et lui ? Caleb montra Diesel. « Lui, tu ne l'avais pas prévu. Tu l'as sous-estimé. » Grant serra la mâchoire, puis dans un éclair de panique contenue, il leva l'arme. Mais Diesel bondit avant même que le coup ne parte. Un coup de feu éclata, puis un cri. Daniel intervint, Julia hurla, le chaos en 1 seconde. Quand la poussière retomba, Diesel tenait Grant au sol, les crocs plantés dans son bras. Le coup était parti vers le plafond. Personne n'était blessé. Pas physiquement, du moins. Grant fut arrêté, emmené, et cette fois, il n'y aurait pas d'échappatoire. Le procès de Wesley Grant fut retentissant. À mesure que les preuves s'accumulaient, les ramifications de son réseau furent exposées au grand jour. Corruption, manipulation d'actifs, extorsion, tentative d'homicide. Il avait bâti un empire fondé sur le contrôle, l'intimidation et le silence. Mais tout s'était effondré à cause d'un détail qu'il n'avait pas prévu. Un chien qu'il pensait insignifiant, oubliable. Les témoignages de Julia, de Daniel et surtout de Caleb, émus aux larmes, à la barre, marquèrent profondément le jury. Il ne s'agissait pas seulement d'un procès judiciaire. C'était un combat moral, une quête de justice menée contre toute logique, contre toute autorité qui avait baissé les bras trop tôt. Diesel fut même autorisé à être présent, couché calmement à côté de Caleb. Sa simple présence rappelait à tous que parfois la vérité ne vient pas d'un rapport ou d'un juge, mais d'un regard. Wesley Grant fut condamné à la réclusion criminelle à perpétuité, sans possibilité de libération anticipée. Et lorsque la sentence fut prononcée, il n'eut qu'un mot à murmurer, ce maudit chien. Le pays tout entier suivit le procès. Diesel devint un symbole. On écrivit des articles, des reportages, même un documentaire. Mais Julia refusa toutes les sollicitations commerciales. Elle ne voulait pas que Diesel devienne une mascotte de supermarché. Il n'était pas un produit, il était une âme. Caleb, libéré de toute menace, retourna à sa maison du Vermont. Lindsay s'installa non loin avec ses enfants. Daniel continua de développer sa fondation pour chiens de travail qui reçut un afflux massif de dons grâce à l'histoire de Diesel. Julia, elle, retrouva le calme de sa clinique mais avec un nouveau regard sur le monde. Elle n'était plus simplement vétérinaire, elle était gardienne d'histoire, protectrice de ceux qu'on oubliait. 1 an plus tard, ils se retrouvèrent tous à Maple Hollow dans un parc nouvellement aménagé. Au centre, une statue, un chien debout, l'air calme, noble. À ses pieds, une plaque. À Diesel, gardien, héros, témoin silencieux de la vérité. Julia, Daniel, Caleb, Lindsay et les enfants se tenaient devant, émus, reconnaissants. Le soleil perçait à travers les feuillages. Diesel, bien vivant, aujourd'hui âgé mais toujours alerte, observait la scène. Il reniflait l'air avec cette sérénité tranquille qu'ont les anciens combattants. Il avait tout vu, il avait tout traversé, et il était encore là. Caleb s'agenouilla à côté de lui, le caressa longuement. « Tu nous as guidés à travers l'obscurité, mon vieux. Tu nous as montré qu'on pouvait se relever, que l'amour ne se trahit pas, que la loyauté ne ment jamais. » Diesel leva la tête vers lui, comme pour lui répondre « Je n'ai fait que mon devoir. » Et c'était vrai.
Car parfois, il ne faut pas des armes, des discours ou des milliards pour détruire une conspiration. Parfois, il suffit d'un lien, d'un regard, d'un cœur battant dans un corps marqué par la douleur, mais encore prêt à se battre pour la vérité. Et ce cœur, ce fut celui de Diesel. L'histoire aurait pu s'arrêter là. Mais les grandes histoires ne se terminent jamais vraiment. Elles laissent une empreinte. Elles deviennent des leçons que l'on transmet, des mémoires que l'on chérit, des boussoles que l'on suit dans les moments sombres. Dans un coin tranquille du Vermont, au bord d'un lac, un chien repose désormais chaque soir au pied de son maître. Il regarde le soleil se coucher, les reflets danser sur l'eau. Rien ne bouge, rien n'est urgent, juste deux âmes, un lien indestructible, et cette certitude silencieuse que, quoi qu'il arrive, ils se sont trouvés, et plus rien ne pourra jamais les séparer. Je vous invite à vous abonner à la chaîne pour découvrir d'autres histoires beaux comme celle-ci. N'oubliez pas de laisser un like et de commenter ci-dessous pour me dire ce que vous en avez pensé. On se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo pleine d'émotions et de rebondissements.